Salut à tous, Dimitri, CryptoParadise.consulting. Allez, aujourd'hui je vous retrouve relativement tôt. Alors déjà vous avez eu droit à mon nouveau joli générique, j'espère que ça vous a plu. Il va désormais démarrer toutes mes vidéos. Alors bien sûr en intro, comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de cliquer sur la cloche. Vous me retrouvez sur mon site CryptoParadise.consulting et vous pouvez bien sûr me retrouver sur Twitter. Vous avez tous les liens sous cette vidéo. Aujourd'hui, ce que je voudrais aborder comme sujet, c'est le sujet de savoir pourquoi le Bitcoin, ce qui est le titre de la vidéo, pourquoi le Bitcoin. Et en fait, on va revenir, d'ailleurs je vais profiter de ce mois de décembre pour revenir sur quelques fondamentaux, on va dire, et se rappeler finalement pourquoi est-ce qu'on investit dans le Bitcoin, et de bien comprendre que tout ça vient évidemment d'un constat sur le système monétaire qui a une problématique à sa racine, qui est donc la problématique de la monnaie et de la façon dont ça fonctionne. Alors, ce que je voudrais dire là-dessus aujourd'hui, c'est vous dire déjà que d'un point de vue, en ce qui me concerne moi, j'ai été confronté à cette problématique vers 2007 pour la première fois. Et c'était lorsque j'ai découvert avec beaucoup de, on va dire, de surprise comment fonctionnait le système monétaire suite à une vidéo dont je vais vous mettre le lien ci-dessous qui s'appelle Money as Debt. J'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, mais je crois que ça fait pas de mal de le rappeler. Pour ceux qui ne sont pas tout à fait à l'aise avec la façon dont le système monétaire fonctionne, c'est vraiment une vidéo que je vous conseille de regarder parce que elle va vous expliquer, disons, d'où on vient et comment fonctionne l'argent. Sujet qui, effectivement, comme il est dit en démarrage de cette vidéo d'ailleurs, sujet qui est jamais abordé en classe, à l'école, au lycée, et le sujet de savoir comment et d'où vient l'argent et comment ça fonctionne. Alors, ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est que en 2007, je me suis retrouvé moi-même confronté à cette réalité, et c'est ça qui m'a, je dirais, ouvert les yeux et qui petit à petit m'a amené à comprendre qu'il fallait, entre guillemets, ce que j'appelle se débancariser pour se protéger contre les dévaluations successives. Voilà, ce que je voudrais aujourd'hui, c'est vous rappeler un point qui peut-être n'est pas clair chez certains, et à ma grande surprise, en discutant finalement avec des personnes très récemment, qui pourtant sont des seniors dans leur domaine et sont des gens qui réellement savent de quoi ils parlent, j'ai découvert qu'en fait ils ne sont pas très informés sur notamment une réalité qui est que lorsque vous faites un emprunt à la banque, l'argent est créé ex nihilo, c'est-à-dire à partir de rien. Et le deuxième point sur lequel ils ne semblaient pas du tout informés, enfin qu'ils avaient peut-être oublié ou ils ne réalisaient pas, c'est que lorsque vous remboursez un emprunt, l'argent disparaît. Donc, je ne sais pas si c'est clair pour vous, et là encore une fois, en cliquant sur la vidéo dont je vous ai mis le lien ci-dessous, vous allez le comprendre. Mais quand quelqu'un va à la banque pour faire un emprunt, on va dire par exemple un crédit immobilier, eh bien, en contrepartie de la promesse que constitue le contrat de prêt, la promesse de rembourser, bien sûr avec un collatéral qui va être sur le bien en question, eh bien, en contrepartie de cette promesse, la banque va créer, à partir de rien, va créer l'argent qui va donc être prêté à la personne pour acheter son bien immobilier ou construire sa maison, ou même acheter une voiture lorsqu'il s'agit d'emprunts pour la consommation. Alors, ce qui semblait étonner la personne quand je parlais de ce sujet, c'était le fait de savoir que de la même façon que l'emprunt a été créé ex nihilo, qu'évidemment, lorsque vous remboursez cet emprunt, l'argent disparaît. Alors,
le problème dans ce schéma, c'est qu'on pourrait se dire, bon, bah, si l'argent est créé et qu'il disparaît, finalement, on a éventuellement un système qui tient la route. Mais ce que les gens, et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce que vous empruntez, c'est le principal. Vous empruntez une somme qu'on va appeler le principal. En revanche, ce que la banque va vous demander de rembourser, c'est le principal plus des intérêts. Alors, c'est là où le système, il est évidemment destiné à ne pas être un système pérenne. C'est-à-dire qu'il ne peut continuer à exister que si vous avez en permanence plus de principal d'année en année qui est créé, sachant qu'évidemment les intérêts et le principal ne se remboursent pas immédiatement, ils se remboursent dans le futur. Donc il faut que dans le futur, l'opérateur économique qui a emprunté soit en mesure de rembourser dans les années qui viennent le principal plus des intérêts. Et ces intérêts, il va bien falloir qu'il aille les chercher dans les principaux qui auront été créés dans les années futures. Alors, une fois qu'on a dit ça, vous comprenez bien que le système est évidemment un système dans lequel les banques qui ont donc ce monopole de création monétaire, ou un quasi-monopole, parce qu'à peu près 95% de la monnaie qui circule, c'est de la monnaie qui vient de cette monnaie qui a donc été créée ex nihilo. Ayant ce monopole, encore une fois ce quasi-monopole, les banques évidemment contrôlent beaucoup de choses. Parce que vous comprenez bien que si tout à coup elles émettent moins de prêts, elles prêtent moins d'argent, alors quelles que soient les raisons, qui ne sont pas, je dirais forcément, ça peut être des... Enfin bref, on va pas épiloguer là-dessus, mais ça peut être des raisons qui sont dues effectivement à des problématiques qui peuvent être ponctuelles, mais ça peut aussi être évidemment des choses qui sont complètement pilotées. Et vous comprenez bien que dans tous les cas, quelles que soient les raisons, à partir du moment où elles décident de prêter moins, elles vont mettre moins de, entre guillemets, de principal sur le marché, ce qui empêchera les opérateurs de pouvoir, je dirais, sortir leur remboursement futur, qui doivent inclure non seulement leur principal et les intérêts, qu'ils doivent bien chercher dans les principaux créés dans le futur. Alors, il leur suffit aux banquiers de décider de prêter moins pour contracter la masse monétaire en circulation et faire en sorte qu'en fait, il y ait un paquet de défauts et de faillites, car énormément d'emprunteurs ne pourront pas, parce qu'il n'y aura tout simplement pas l'argent en circulation, ils ne pourront pas satisfaire à leur remboursement. A l'inverse, lorsqu'elles décident de plutôt étendre l'offre d'argent en mettant énormément d'intérêts de principaux sur le marché, évidemment, vous avez tout à coup une expansion monétaire phénoménale qui peut évidemment s'accompagner d'une belle croissance. Et donc, ces cycles de croissance et de décroissance sont en fait des cycles qui sont complètement dépendants de cette création monétaire, alors même que les biens existent, que les richesses sont créées, mais sans la monnaie derrière, ou disons avec ces contractions et ces cycles de contraction et d'expansion, eh bien ça crée des problématiques que les opérateurs économiques ne peuvent que subir. Ah voilà, je vais rester là-dessus aujourd'hui parce que c'était le sujet que je voulais aborder. Vous imaginez bien, et en fait plus vous réfléchissez à ce genre de problématique, plus on se rend compte que ça a des répercussions absolument phénoménales à tous les niveaux, je dis bien. Et on en parlera dans d'autres vidéos courant du mois de décembre. Je vous dis à très bientôt.